vraiment, non, j'aime pas ça, mais à un moment donné, je fais juste comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à un autre magnifique cours de psychologie des motivations et des émotions. Aujourd'hui, c'est que TVA Nouvelle m'a demandé de filmer le cours parce qu'il trouvait que vous étiez un groupe vraiment fucké. Fait qu'ils vont passer ça ce soir. Non, c'est parce qu'il y a des élections lundi. Hein? Oui. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Il y a des élections lundi. Et puis, donc, il n'y a pas de cours. Hein? Alors, les étudiants du groupe du lundi vont pouvoir regarder le cours par vidéo. Et vous pourrez aussi, si vous voulez, regarder le cours une deuxième fois. Tu sais, des fois, juste avant de s'endormir, c'est parfait. Tu sais, des tableaux de corrélation. Donc, je vais le mettre sur le site web si vous voulez le regarder une deuxième fois. Aujourd'hui, je dois le dire, une bonne raison de le regarder une deuxième fois, c'est parce que je pense que c'est le cours le plus intéressant de la semaine. Oui, parce que, c'est toute une raison de regarder une deuxième fois, mais parce qu'aujourd'hui, je vais vous demander pourquoi vous êtes ici. C'est assez fondamental, ça. Pourquoi est-ce que vous allez à l'université? C'est assez... Ben, me semble, non? Me semble que... c'est confrontant, hein? C'est confrontant. Donc, on va commencer tout de suite. Pourquoi est-ce que vous allez à l'université? C'est quoi vos raisons d'aller à l'université? Ça se peut qu'il y en a qui n'en aient pas. Ça se peut? Il y a des raisons. Pourquoi t'as raison? Avoir un emploi. Ben oui, parce que ça prend un diplôme pour avoir un emploi. Il n'y a plus beaucoup de métiers, mais quand même, avoir un emploi qui t'intéresse, j'imagine, parce que sinon, tu aurais pu déjà avoir un emploi. Ah, c'est quoi ta petite job de temps partiel? Ah, au pharmaprix. Qui d'autre travaille au pharmaprix? Ah, tiens, d'aller au pharmaprix. Ça, c'est pas juste chez Jean Boutique qu'on en trouve, des amis. Oui? Acquérir des connaissances. Acquérir des connaissances, ben oui, donc, ben pourquoi? Pourquoi? Ben, pour moi-même, pour éventuellement l'exploiter dans un travail, mais pas nécessairement. Okay. Tu plaisant acquérir de nouvelles connaissances? Ben, quand t'aimes ces connaissances-là, Si t'aimes ça, ouais. C'est ça. Si t'aimes pas ça, laissez-moi le faire. OK. OK. D'autres raisons que vous avez d'aller à l'université? Oui? S'actualiser. Donc, en apprenant davantage sur soi, sur le monde qui nous entoure, la société. OK, tout à fait. D'autres raisons? Oui? Un retour d'impôt. Ouais, c'est si avantageux que ça? Oui. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Mais je l'aime beaucoup. Je vais m'en souvenir. OK. D'autres raisons comme ça? Ben, c'est vrai, ça peut être des raisons financières, ouais? On se surpasse. Oh! OK. Est-ce que tu te surpasses en ce moment? Pas là, c'est ça. OK. On va s'arranger pour que tu te surpasses dans le cours, OK? On va te poser des questions. Ah non. Ouais? Ça pourrait être pour rencontrer du nouveau. Ah ouais, OK. Pour rencontrer... Ben oui, c'est vrai. C'est tout à fait. C'est un bon moyen. L'université, il y a plein de monde en ce moment. Avez-vous pris le temps de tous vous connaître? Oui. Bon, on arrête le cours sinon, puis on prend le temps de se serrer la main. Tu sais, comme on faisait avant, on le fait. Comme avant, quand on faisait à l'église, on serrait la main de son voisin. Puis souhaitez-vous la paix, hein? La paix. La paix. Vous le ferez à la pause. OK. Bon, on a eu plein de raisons. On a eu plein de raisons pour pourquoi aller à l'université. Hein? On a vu, le plaisir d'apprendre, de se dépasser, s'actualiser, pour des raisons financières. Mais
OK, on est tous d'accord, c'est quand même des raisons assez différentes. Il y en a peut-être qui se ressemblent, mettons s'actualiser, ça dépend. On peut dire, on pourrait mettre ça dans le même bateau. Mais quand même, il y a des raisons assez différentes. Avoir un emploi, arrêter de travailler chez Franc-Maprix, des raisons financières, tout ça. Donc, ça, c'est assez différent de s'actualiser, apprendre des nouvelles choses, et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça vaut tout? Est-ce que c'est toute la même chose? Est-ce que ça mène toutes aux mêmes conséquences, ces différents types de motivation-là, ou ces différentes façons de se motiver? Ben, c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, OK? Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur les différentes sortes de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à émettre un certain comportement. OK? Comme aller à l'université, par exemple. Et aujourd'hui, on va détailler deux types de motivations. Des motivations intrinsèques et des motivations extrinsèques. OK? Et on va voir au prochain cours, on va détailler encore plus chacune de ces types de motivations-là. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'effet des récompenses et des punitions. On en avait parlé un petit peu au dernier cours, quand on avait parlé du support à l'autonomie. On va regarder ça en détail aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on regarderait plus en détail un petit peu plus des sous-types, si vous voulez, de motivation de chacun de ces deux grandes catégories de motivation-là. Eh bien, il y a pour le prochain cours un questionnaire exercice qui est maintenant en ligne, donc vous pouvez accéder, et donc qui est à compléter avant mercredi prochain minuit, si vous êtes inscrit au groupe du jeudi. Okay. Et ce questionnaire-là en ligne va porter notamment sur vos raisons d'aller à l'université, mais on va voir, on va détailler ça un petit peu plus que juste motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, évidemment, à faire d'ici le prochain cours. OK. Avant de rentrer dans les différences entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque, on va différencier juste motivation et amotivation. Ça, c'est quand même assez facile. Quand il y a motivation, il y a émission d'un comportement. Okay? Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, des fois, on peut observer la motivation. On peut dire, cette personne-là a l'air motivée. Elle grimpe une montagne avec son vélo, puis probablement qu'elle va avoir plein du fun à descendre cette montagne-là en vélo. Mais on voit qu'il y a une motivation qui peut être observable dans ce cas-ci. Pas tout le temps, mais on voit que c'est le cas. Et on peut aussi observer la motivation. Hein, donc, la motivation, donc ça veut dire l'arrêt d'un comportement, une certaine apathie. Hein, donc, ça aussi, on peut l'observer. Hein, des fois, on va voir quelqu'un qui n'a pas le goût de faire des choses, qui manque d'énergie, tout ça. Hein, mais c'est de la motivation. C'est un peu mélangeant avec la motivation et la motivation. Par écrit, ça c'est clair. Donc, ça, c'est assez simple. Hein? Maintenant, on peut se poser la question, quel type de motivation, quand on l'observe, est sous-jacente à un comportement? Ah, si je vous montre ça, on se peut dire, OK, il est motivé, hein? Mais pourquoi? Ah, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Si tu sais, tu donnes à la chasse, puis il vient le tuer, puis il le ramène le même, il avait oublié son pick-up, tu sais, je sais pas, peut-être qu'il fait son exercice du matin comme ça, il a trouvé ça, puis il a fait « Hey, ça c'est le fun », tu sais. Peut-être qu'il l'a volé à quelqu'un, puis qu'il se dépêche de s'en donner, ou je sais pas, c'est la fête des mères, puis elle traite ses chevreuils, je sais pas. Ben, on peut pas le savoir, hein. Ah, vous voyez, il y a plein de raisons qui pourraient être derrière ça. Alors, la motivation, ça s'observe, mais des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que tantôt, je vous ai demandé pourquoi vous allez à l'université. Je le vois bien que vous êtes là. Vous êtes quand même assez motivé pour être venu. Il y en a qui sont restés couchés. Hein, mais vous êtes levés, puis vous êtes même arrivé à l'heure. Hein? C'est bon? Puis vous êtes encore là, tu sais, vous auriez vu partir après 3 minutes, boring, tu sais. Donc vous êtes motivé, mais pourquoi? C'est pour ça que je vous ai posé la question tantôt. On a vu, hein, vous n'avez pas toutes les mêmes raisons. Alors c'est un petit peu ça avec la motivation, c'est qu'on n'a pas le choix à un moment donné de demander à la personne pour quelle raison elle fait les choses. Puis c'est là qu'on peut commencer à identifier des catégories de raisons. On va voir qu'il y a certaines conséquences à chacune de ces catégories-là. Commençons par une première catégorie, la motivation intrinsèque. Qu'est-ce que c'est la motivation intrinsèque? C'est une propension naturelle, spontanée à engager notre intérêt. Okay? Dans le fond, ce que ça veut dire
Simplement, c'est qu'on fait l'activité pour le plaisir. Parce que c'est le fun. Pourquoi c'est naturel? Parce qu'avoir du plaisir, c'est naturel. Et donc, cette sensation-là de plaisir qu'on ressent, qui est interne, qui est intrinsèque à qui on est, comme personne, hein? Ben, c'est ce qui nous amène à faire l'activité puis à la refaire après. Hein, dans le fond, ce qui nous motive, c'est le plaisir qu'on ressent à faire une activité. Okay? Et dans ce cadre-là, faire une activité, c'est une fin en soi. Hein? Pourquoi est-ce que vous allez à l'université? Parce que vous avez du fun à l'université. Parce que vous avez du plaisir à apprendre. Hein? C'est ça qu'on fait habituellement à l'université. Non, parce que vous avez du plaisir à apprendre. Hein? C'est une fin en soi. Vous faites l'activité parce qu'elle vous procure du plaisir. Donc, dans ce sens-là, ce plaisir-là, c'est inné. Hein? C'est naturel, c'est inné. Alors, tout être humain est capable de ressentir du plaisir dans certaines activités. Mais essentiellement, pourquoi est-ce qu'on fait l'activité? C'est parce que c'est plaisant. Are you doing this for world peace? I'm doing this for the homeless, Are you running for women's rights? or for the environment, or for animals. They just couldn't believe that somebody would do all that running for no particular reason. Why are you doing this? I just felt like running. I just felt like running. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cours? Tu fais ça pour le droit des femmes, le droit des animaux, hein, qui ne serait pas pour des raisons de faire l'activité en soi. J'avais juste le goût de courir. Bon, d'autres mots, parce que c'est plaisant de courir. Hein? Donc, vous voyez, on peut courir pour plein de raisons, pour soutenir des organismes, tout ça. Je ne veux pas dire que c'est pas correct, mais quand on parle de motivation intrinsèque, hein, ça veut dire que je fais l'activité juste parce que ça me tente de la faire, parce que c'est plaisant de la faire. OK? Cette motivation intrinsèque-là, comme on disait, elle est innée et on l'observe assez facilement, surtout chez les enfants, chez les jeunes enfants. Oh. Hein, jouer avec un rouleau de papier de toilette, c'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? Hey, avouez que c'est le fun, hein? C'est fascinant, mais on le voit, c'est quoi? Pourquoi l'enfant il fait ça? C'est pas parce que ses parents l'obligent à faire ça. Il a découvert ça, dans son environnement, puis il a fait mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est donc bien le fun, ça! Il y a des petits papiers qui s'arrachent. Hein? Donc, ça, là, c'est de la motivation intrinsèque, hein, à l'état pur. À l'état pur, OK? Et les enfants vont trouver des choses dans leur environnement, découvrir comme ça, et avoir beaucoup, beaucoup de plaisir. Hein? C'est comme un peu inquiétant, en fait. Mais, hein? C'est juste ça, déchirer une feuille. Vous voyez comment il transmet aussi ce plaisir-là. Hein? Et vous l'avez ressenti avec lui, ce plaisir-là. Hein? Mais juste déchirer une feuille, hein? C'est le fun. Essayez-les avec vos notes de cours. Mais ça, c'est de la motivation intrinsèque. Hein? Bien, évidemment, après ça, on vieillit, puis nos activités deviennent un petit peu plus complexes. Je l'expert pour vous. Hein? Mais c'est la même idée. Hein? À un moment donné, vous pouvez jouer au tennis parce que vous avez beaucoup de plaisir à jouer au tennis. Qu'est-ce qui fait que vous jouez au tennis? C'est juste parce que vous ressentez du plaisir au même titre que ça. Puis tranquillement, vous avez découvert peut-être le tennis, un peu comme ces enfants-là. Vous avez essayé quelque chose, à un moment donné, quelqu'un vous a proposé ça. Vous avez joué, vous avez trouvé ça bien passionnant. Puis c'est comme ça que vous avez poursuivi vos activités de tennis ou de sportif ou de peu importe ce que c'est. Hein? Pas obligé d'être un sport, évidemment. Donc, en gros, la motivation intrinsèque, notamment chez les enfants, on l'observe fréquemment, hein, mais il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être de la motivation intrinsèque. Se baigner, c'est fondamentalement plaisant, on fait ça par motivation intrinsèque. Marcher dans le bois, c'est super le fun, hein? C'est de la motivation intrinsèque.
Faire du sport, malgré une coupe de cheveux un peu louche, c'est une motivation intrinsèque. Dessiner, hein, chez les enfants, c'est fondamentalement plaisant. Dessiner, vous donnez des beaux crayons à un enfant, tout ça. Il va avoir le goût de dessiner. Lire, hein? Lire aussi, fondamentalement, ça provient hein, d'une motivation intrinsèque. Dans le fond, dès qu'il y a un aspect de découverte, hein, ben on retire du plaisir à ça. Dès qu'on découvre des nouvelles choses, puis on le voit avec les enfants, hein, dès qu'ils découvrent des nouvelles choses, tout à coup, ça devient vraiment passionnant et plaisant. Ben ça, c'est de la motivation intrinsèque. Okay? Maintenant, il y a un autre type de motivation qu'on l'a nommé la motivation extrinsèque. Qu'est-ce que c'est la motivation extrinsèque? Ah ben c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous motive à agir. Donc, contrairement à la motivation intrinsèque qui fait partie de nous, le plaisir qu'on ressent dans nous, dans la motivation extrinsèque, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur hein, et qui nous amène à se motiver pour faire une certaine activité. Okay? Donc, on fait l'activité, mais pour obtenir un gain qui est séparé de l'activité. On ne fait pas l'activité en soi, on fait ça pour obtenir quelque chose qui n'a des fois même pas rapport avec l'activité. Okay? Ou pour éviter, par exemple, quelque chose de négatif. Donc, on va dire pour des raisons instrumentales. Dès que vous faites quelque chose, vous faites une activité ou une tâche pour obtenir quelque chose qui n'a rien à voir avec le plaisir inhérent de faire l'activité, c'est des raisons instrumentales et qui sont extrinsèques. Donc, si je fais quelque chose pour obtenir de l'argent, c'est une motivation extrinsèque. Ah, si vous êtes payé pour venir à l'université, ben, c'est une motivation extrinsèque. Si vous venez à l'université pour avoir un retour d'impôt, c'est une motivation extrinsèque. Hein? Faire quelque chose pour éviter une punition, hein? Ça peut être ça aussi. Des fois, c'est pour obtenir quelque chose, mais des fois, c'est pour éviter quelque chose de négatif. C'est une motivation extrinsèque. Hein? Quand vous voyez la police et vous ralentissez, pourquoi est-ce que vous êtes motivé à ralentir? Est-ce que c'est parce que l'activité, vous comprenez que dans l'activité de conduire vite, c'est pour tuer quelqu'un? Non, hein, ça c'est lié à l'activité. Non, c'est parce qu'il y a une police qui pourrait vous donner une contravention. Ah, ça n'a pas rapport avec l'activité comme telle de conduire rapidement. Okay, donc c'est une motivation extrinsèque. Si vous faites quelque chose pour obtenir un diplôme, c'est une motivation extrinsèque aussi. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais des motivations extrinsèques. Mais, on va voir ça plus en détail au prochain cours, mais c'est quand même extrinsèque parce que vous n'allez pas à l'université parce que c'est plaisant. Hein, vous allez à l'université pour obtenir quelque chose, un papier, et vous faites tout ça pour un papier, voyons. et qui va vous permettre d'avoir un emploi, comme on disait, c'est une motivation extrinsèque. Si vous faites quelque chose pour gagner un trophée, ben, ou un prix, ou une récompense, ben, c'est une motivation extrinsèque. Si vous faites des crises de colère pour attirer l'attention, on voit ça des fois chez les enfants, ben, c'est une motivation extrinsèque. Ah, si vous vous habillez d'une certaine façon pour attirer les regards, c'est une motivation extrinsèque. Il y a aussi le pendant masculin aussi de ça. Si vous faites quelque chose pour flasher votre voiture, pour impressionner les autres, ben, c'est une motivation extrinsèque. Pourquoi? Ben, parce que vous n'achetez pas une voiture parce que vous avez du plaisir à la conduire. Vous achetez une voiture pour obtenir le regard impressionné des autres potentiellement. Oui? Est-ce que des compulsions pour faire venir de l'anxiété, ça peut être dans ça, tu sais, mettons, des gens qui vérifient leur porte tout le temps, soit parce qu'ils sont régulièrement, c'est juste pour diminuer leur anxiété? C'est pas... C'est une bonne question. C'est pas nécessairement des... C'est sûr, c'est pas des motivations intrinsèques. C'est plus des compulsions. Et souvent, c'est plus associé à des tops ou des choses comme ça. T'sais. Donc, souvent, il n'y a même pas de régulation derrière ça. Donc, on ne peut même pas parler de motivation. C'est plus une espèce de compulsion que tu ne peux même pas t'empêcher de faire. C'est ça. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est une bonne question.
OK. Une motivation, ça peut au départ être extrinsèque, puis devenir intrinsèque. Hein? C'est possible. Hein? Des fois, peut-être qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, des fois, peut-être vos parents, quand vous étiez plus jeunes, vous ont forcé à faire quelque chose, jouer du violon, tu sais. Puis là, à un moment donné, vous avez fait, hey, vous n'aimez pas ça au début, puis à un moment donné, vous avez fait, hey, c'est le fun, jouer du violon, tu sais. Vous avez commencé à vous sentir compétent ou compétente, puis là, vous avez commencé à avoir du plaisir à jouer cet instrument-là. Ah, au départ, vous trouviez ça, vous vous sentiez forcé, hein, il y avait quelque chose de l'extérieur qui vous poussait, qui vous motivait à jouer du violon. C'était peut-être vos parents qui vous disaient joue-en, c'est important pour apprendre la musique, des choses comme ça. Et finalement, hop, vous avez eu du plaisir à le faire, c'est devenu une motivation intrinsèque par la suite. Ça peut arriver, mais souvent, c'est plutôt l'inverse hein, qui arrive. Hein? Par exemple, si on pense à la lecture, vous êtes fort possiblement tous partis de ça. Hein? Et aujourd'hui, vous avez l'air de ça. Hein? Quand on vous propose des textes dans vos cours en anglais. Hein? Mais initialement, c'était ça. Hein? Parce que, comme on a dit, pourtant, lire, hein, c'est découvrir de nouvelles choses, c'est passionnant. C'est pas vrai qu'à un moment donné, on arrête de découvrir des nouvelles choses dans la lecture. Hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment ça se fait qu'on a passé d'une motivation comme ça, intrinsèque, naturelle, à découvrir des choses, pour la plupart d'entre nous, puis qu'aujourd'hui, on en est, pour la plupart d'entre nous, rendu là, quand on nous propose la lecture? Comment ça se fait que ça nous demande autant d'efforts que ça, de dire, OK, là, je vais le lire, hein? Comment ça se fait que la plupart d'entre nous, quand il faut qu'ils lisent dans un cours, ils le font pourquoi? Ils le font hein? Parce que ça va être à l'examen. Hein? Parce qu'il va y avoir des questions à l'examen. Donc, ils lisent pour pas avoir une note poche à l'examen. Ce qui est une motivation pas mal extrinsèque. Oui? Est-ce que ça peut avoir comme, je sais pas comment dire ça, mais deux types de motivation pour la même activité? Fait que si, exemple, quand tu lis des livres d'école, tu es vraiment à motiver, mais quand tu lis ta lecture personnelle, exemple un roman ou quoi que ce soit, ben là, tu es vraiment motivé. Oui, tout à fait. Mais ça peut créer un conflit, du sens où, à un moment donné, tu lis tellement de livres d'école que quand tu vois un roman, tu es comme, ça te tente même plus parce que... Oui. Oui, à un moment donné, ça peut spill over. Ça peut faire en sorte que ça va atteindre d'autres sphères de ta vie. Oui, tout à fait. Des fois, on peut aussi... Les motivations, des fois, souvent, si on prend par exemple à l'université, les étudiants ont souvent plus que juste un type de motivation. Hein. C'est pas parce que tu trouves ça plaisant que tu peux pas aussi à l'université pour avoir un diplôme, pour faire un métier que t'aimes. Un n'empêche pas l'autre. Puis même situationnellement, des fois, on a plus de plaisir dans certains cours que dans d'autres. Tandis que dans d'autres, des fois, on y va parce qu'on est un peu obligé d'y aller parce que ça fait partie de notre programme qu'on a choisi, mais on n'est pas tout ça. Alors, on peut vivre toutes sortes de mêmes situations, de mêmes motivations, puis effectivement, il y a des motivations, des fois, extrinsèques qui vont venir tuer des motivations intrinsèques. C'est un petit peu ça, hein, dans le fond, qui se passe avec la lecture. Hein, on va prendre cet exemple-là pour essayer de comprendre comment une motivation intrinsèque peut devenir extrinsèque comme ça avec le temps. Okay? En d'autres mots, pourquoi est-ce qu'on lit si peu souvent? Quand j'étais jeune, mes parents ils m'achetaient des livres comme ça, que j'haïssais. Okay? Comme Vendredi ou La vie sauvage, ou Les maudites fables de La Fontaine. Okay? Ah, parce que, ils m'achetaient, ils me donnaient ça à Noël. Je capotais, je jouais des skis, tu sais. Là, ils me disaient, ben, lis ça, tu sais, ça va t'éduquer, tu sais. Ah, les enfants intelligents lisent des livres comme ça. C'est des choses comme ça qu'ils me disaient. Et ça donne pas vraiment le goût de lire ça. Mais heureusement, ma sœur, qui était pas mal plus vieille que moi, elle avait 10 ans de différence, donc, elle allait au cégep. Des fois, elle revenait, puis elle m'amenait des livres. Fait qu'elle m'amenait des affaires comme ça. Comme Garfield. Puis aussi des livres comme ça, les réécrits du petit Nicolas. Ça, c'est bien, bien fun. Des petits bonhommes de même à l'intérieur. Ça, c'est bien amusant. Fait que, elle me disait pas, les enfants, lis ça, tu vas devenir un érudit de la lecture. Elle me disait, lis ça, tu vas voir, c'est amusant. Moi, ça me fait rire, je trouve ça plaisant de lire ça. Je suis pas mal sûr que toi aussi, tu vas lire ça. Okay, donc, voyez-vous la différence entre les deux types un peu. Hein? Et
quel est l'impact de ce genre de comportement-là? Hein, de proposer des livres, dans les deux cas, mais pour des raisons, on va le dire, extrinsèques au départ avec mes parents, qui me proposaient de lire ça pour que je devienne instruit, versus ma sœur qui me proposait de lire ça parce que c'était juste plaisant. Ben, là, on pourrait dire, ben ça c'est dans le cadre d'une famille, mais il y a toutes sortes de programmes dans la société qui fonctionnent un peu comme ça. Notamment le programme Book It, qui est un programme qui est sponsorisé par Pizza Hut. Et donc, commandité par Pizza Hut. L'idée de ce programme-là, c'est d'inciter les enfants à lire en les récompensant avec des éloges, des certificats, puis de la pizza. Okay? Donc, ça a été moins populaire au Québec, c'est plus dans... mais ça existe quand même, ça existe encore, vous pouvez aller voir. Si vous voulez de la pizza. Et ça existe encore, mais c'est surtout dans le milieu anglophone au Canada et aux États-Unis que ça a été pas mal populaire, ça. Moins dans le milieu francophone au Québec, mais quand même un petit peu. Alors, quelles ont été les conséquences du programme Book It? Essentiellement, ce qui arrivait, comment ça fonctionnait, c'est que les enfants allaient à la bibliothèque avec leur enseignant agissait en tant que vérificateur là, du programme. Et donc, il allait à la bibliothèque, il choisissait des livres, 5-6 livres, et là, après ça, ils retournaient voir leur enseignant une semaine plus tard, puis là, il disait quel livre il avait lu, tu sais. Puis là, l'enseignant disait ah, bravo, Bastien, tu as lu 6 livres, tu sais. Là, il envoyait ça à Pizza Hut, là, Pizza Hut répondait, il disait bravo Bastien, voici un certificat, quel grand lecteur tu es, là les coupons pour aller t'acheter de la pizza. OK? Essentiellement, c'est comme ça que le programme fonctionne. Quelles sont les conséquences de ça? Eh bien, ça a augmenté dramatiquement le nombre de livres lus par les enfants. Bon, vrai. Sauf qu'il y a eu des changements dans la sélection des livres. C'est curieux, ça. Les enfants choisissaient des livres plus courts, avec la plus grosse écriture. Et puis, il y avait des changements dramatiques aussi dans la façon que les enfants lisaient. Ils n'étaient plus vraiment capables de répondre à des questions simples sur le livre. C'était un peu curieux. Et il y avait également une diminution importante du nombre de livres lus à l'extérieur de l'école. Parce que les livres que tu lisais à l'extérieur de l'école, ils ne comptaient pas dans le programme Book It. Ça, c'est seulement les livres que tu prenais à ta bibliothèque. Alors donc, ça, il y a une diminution. Hein? Mais, pourquoi? Ben, c'est assez simple. Hein? Parce que, au départ, tu prends une motivation intrinsèque que les enfants ont à lire, à découvrir des livres, et là, tu remplaces ça en leur disant non, lis plus parce que c'est plaisant. Lis pour recevoir des certificats et de la pizza. Hein? Alors là, pourquoi tu lirais maintenant? Pas parce que c'est plaisant, pour avoir le plus de pizza possible. Ah, puis le plus de certificats possible. Alors évidemment, c'est plus vraiment intéressant de lire pour lire en soi. C'est plus intéressant de rapporter combien de livres tu as lus. Alors essentiellement, ça ne sert pas vraiment à grand-chose même de lire les livres. Alors tu peux juste rapporter que tu en as lu plein, puis tu vas avoir de la pizza. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, vu qu'on a pris une motivation intrinsèque naturelle, on l'a dévié vers avoir de la pizza. Si tu proposes maintenant des enfants de lire, mais qu'il n'y a pas de pizza, ah ben là, ça leur tente plus de lire. Parce que la récompense qui était inhérente avec l'activité a disparu. Et donc, la motivation qui était au départ intrinsèque, elle aussi a disparu. J'ai vu des mains levées. Oui? Ben, je pense que, je sais pas si. Ben, McDonald's a fait une affaire de la même façon, mais c'est contraire à ça, en fait. Tu sais, là, les enfants pouvaient acheter un kids meal, puis au lieu de choisir le jouet, ils pouvaient choisir un livre. Ben, je trouve que c'est un peu comme mieux, dans un sens, parce que, mettons, le programme avec l'adulte qui va choisir le livre, ben là, à l'enfant va chercher le jouet ou peu importe, mais là, il y a un livre, c'est la seule récompense qu'il y a à ce moment-là, il va pas nécessairement peut-être le lire, mais dépendant de l'âge, on s'entend que c'est pour les plus jeunes, mais je sais pas trop, j'ai l'impression que eux, c'est une meilleure tactique pour les inciter à lire plus que... Oui, parce que c'est pas que tu n'as pas une récompense parce que tu lis. On te donne le livre comme récompense parce que tu vas manger chez McDonald's. Oui, effectivement, c'est bien. On s'entend-tu que les maudits jouets McDonald's, là, ça dure essentiellement 5 minutes de plaisir dans la vie d'un enfant. C'est vraiment pas plus que 5-2 minutes avant de se retrouver à la poubelle. 2 minutes?
2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Oui? Ça me rappelle justement une histoire que mon professeur de psychologie au cégep m'avait racontée. Lui, un petit garçon. Puis il disait que quand il était à l'âge où il apprenait à utiliser la toilette, pour le convaincre, pour le motiver à utiliser la toilette au lieu d'utiliser ses couches, ben, il lui donnait un bonbon à chaque fois qu'il allait aux toilettes. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que l'enfant, il se forçait pour aller aux toilettes le plus souvent possible pour avoir des bonbons. Ouais. C'est ça. J'aimerais ça voir de quoi il a l'air cet enfant-là aujourd'hui. Où est-ce qu'il travaille? Il doit travailler au ministère des Finances, quelque chose. Alors, quels sont les programmes, les conséquences du programme Bookit? Mais ça a fait dire à John Nichols, un psychologue, qu'on va probablement se retrouver avec beaucoup d'enfants obèses qui détestent lire. C'est pas mal ça la conséquence du programme. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre par rapport au livre? Tu as donné un exemple par rapport à McDonald's. Bien, essentiellement, juste donner des livres, on va voir que c'est bien suffisant. OK? Et donc, c'est une étude qui a porté sur ça et qui a porté, en fait, spécifiquement aussi sur une problématique qui est le fait que les capacités de lecture, ils régressent quand même pas mal pendant l'été, surtout chez les enfants de milieux socio-économiques plus faibles. Parce que ces familles-là, souvent, des fois, il y a moins d'éducation, moins de valeur accordée à la lecture, ils n'ont pas de livres chez eux, ils ne vont pas nécessairement à la bibliothèque, et donc les enfants, pendant l'été, il n'y a pas d'école, donc ils ne sont pas exposés à des livres, contrairement aux enfants socio-économiques plus élevés, et donc leurs capacités de lecture vont régresser de plus en plus comparativement aux enfants de milieux socio-économiques plus élevés. Alors, pour pallier à cette problématique-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont testé une intervention assez simple qui est tout simplement de donner des livres. Alors, il y avait 2 groupes expérimentaux. Il y avait un premier groupe expérimental où est-ce qu'on disait aux enfants, juste avant le début de l'été, on disait « choisis 12 à 15 livres ». Donc, on mettait une grande table, on mettait plein de livres différents, et les enfants pouvaient venir choisir 12 à 15 livres qu'ils pourraient vouloir lire pendant l'été. Et un groupe contrôle, on ne leur donnait pas de livres. Okay? Et on va tester l'impact de donner des livres juste au début de l'été, comparativement au groupe contrôle, sur les capacités de lecture de ces enfants-là 3 ans plus tard. Okay? Donc, on fait ça pendant 3 étés. On donne des livres pendant 3 étés comme ça, tout simplement, à des enfants. Et on mesure leur capacité de lecture avant, puis 3 ans plus tard. Sauf qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans cette étude-là, c'est que, comme je le disais, il y avait différentes catégories de livres. OK? Et il y avait des livres populaires comme Scooby-Doo, Pokémon, des livres de séries comme Captain Underpants. Et il y avait aussi des livres classiques comme Vendredi ou la vie sauvage. OK? Non, mais il y avait tout ça. OK? Donc, des livres essentiellement que les parents diraient, mais non, ça prend juste des livres comme Vendredi la vie sauvage pour éduquer les enfants. Captain Underpants, c'est pas des vrais livres. Garfield, c'est pas des vrais livres, c'est des bandes dessinées. Hein? Vous aviez peut-être ça à votre bibliothèque quand vous étiez au primaire. Hein? Les bandes dessinées, c'était quand? Juste le vendredi. Hein? Pas le droit d'en emprunter le reste des jours. Pourquoi? Parce que c'est pas des vrais livres. OK? Quels sont les résultats de cette étude-là? Ils ont trouvé un effet positif de donner des livres, surtout chez les enfants de milieux socio-économiques plus faibles. Parce que ces enfants-là, tout à coup, se retrouvaient avec des livres pendant l'été qu'ils pouvaient lire. Mais autre résultat fascinant, la qualité des livres n'a pas d'importance. Donc, que ces enfants-là prennent 12 Vendredi ou la vie sauvage, on s'entend, bon, l'équivalent, pas 12 fois le même livre, mais l'équivalent, ou 12 Captain Underpants, ou 12 Garfield, ça n'avait pas d'importance. Ceux qui étaient dans le groupe expérimental réussissaient avec des capacités de lecture tout aussi bonnes 3 ans plus tard s'ils avaient juste choisi des livres. Peu importe la catégorie de ces livres. Oui? Mais chez l'autre groupe, on n'offrait rien, right? Oui. Mais c'est pas déjà là une motivation d'offrir le livre, de faire comme bon, j'ai eu un cadeau de Noël, que ce soit un livre ou whatever, je vais l'utiliser. Le parent se ramasse avec 12 livres pour son enfant chez eux, va faire comme hey, ça ne tente pas de lire un livre, l'enfant va finir par le lire. Si on s'entend plus, l'autre il n'y en a pas. Fait que déjà là, il ne sera pas porté à aller chercher parce qu'il faut qu'il aille faire l'action d'aller chercher un livre en quelque part. J'imagine que c'était ça va quoi la réponse. Oui, bien c'est ça. C'est pour ça qu'ici, vois-tu, on voit cet effet-là positif de donner des livres. Puis on voit que c'est particulièrement important dans un milieu socio-économique. Mais remarque que c'est une intervention assez simple, donner des livres, c'est assez intéressant. On n'a pas besoin de faire des choses bien compliquées. Mais ce qui est intéressant, c'est ça.
Hein, dans le fond, pourquoi? Parce que les enfants choisissaient tout simplement les livres qui les intéressaient. Au lieu de se faire imposer des livres, de se faire dire « lis ça parce que tu vas devenir un grand érudit », ils choisissaient juste les livres qui les intéressaient en soi. Donc, peut-être que c'est grâce à ma sœur qui me donnait des livres comme ça et comme ça, qu'aujourd'hui, j'ai encore le goût un petit peu de lire. Peut-être que si j'avais juste été pogné avec les Vendredis ou la vie sauvage, peut-être que j'ai... Qui est un bon livre, hein? Je ne veux pas bitcher Vendredi ou la vie sauvage, là. Mais quand c'est imposé d'une certaine façon comme ça, mais qu'est-ce qui arrive? Tu enlèves la motivation intrinsèque, hein, et tu t'amènes à une motivation plus extrinsèque pour la lecture, et donc ça tue à la longue la motivation intrinsèque. Quand tu donnes des livres qui intéressent les enfants spontanément, qui concordent avec leurs intérêts, tu avives cette motivation intrinsèque-là. Et qu'est-ce qui arrive quand tu avives une motivation intrinsèque? Ben, tu complexifies les tâches. Hein? Et donc, à un moment donné, probablement que ces enfants-là qui lisent des livres comme ça, ils se mettent à lire d'autres choses, des livres un petit peu plus complexes. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait à l'école avec la lecture? Est-ce qu'on propose aux enfants de lire des livres qui les intéressent? Habituellement, non. Habituellement, on leur donne des récompenses pour lire un livre, comme dans le programme GoKit, mais sinon, il y a beaucoup d'enseignants qui vont donner des récompenses ou des punitions si tu n'as pas lu le livre. Hein? On va surveiller si l'enfant a bien lu son livre. As-tu bien lu? As-tu fini ton livre avant la date limite que je t'ai dit qu'il fallait que tu lises le livre? On va évaluer, évidemment. Hein? On va en poser des questions pour être sûr que tu as lu le livre comme il faut. Puis comme il faut, puis tu l'as bien intégré. Hein? On va imposer des buts aux enfants. Il faut que tu lises 3 livres ce mois-ci. Hein? On va mettre les enfants en compétition, celui qui lit le plus de livres, le plus grand lecteur de la classe. Hein? Mais essentiellement, c'est peut-être pas pour rien que la plupart d'entre nous a l'air de tout ça, rendu un petit peu plus tard. Hein? Parce qu'on est parti d'une motivation intrinsèque, puis en la déviant constamment par toutes sortes d'interventions comme celle-là, ben, qu'est-ce qui arrive? Qui sont essentiellement des motivations extrinsèques, des choses qui viennent de l'extérieur, qui te poussent à agir, à lire. Bien, essentiellement, à un moment donné, tu tombes dans la motivation. Oui? À quel âge vous commencez l'expérience comme ça? À quel âge? Ben, en réponse. Est-ce que c'était C'était fin primaire. Je pense que c'était 4, 5 et 6e année. Oui? Mais ça se voit aussi même chez les tout petits, parce que ma petite cousine est en première année, puis il y avait un concours, ceux qui lisent 100 livres, ils ont droit à une récompense. Puis elle a lu 100 livres, puis après ça, il n'y avait plus de récompense. Elle ne veut plus les lire. Elle ne veut plus les lire. Elle aimait ça, elle trippait sur ça, mais une fois que le cadeau, c'était un livre. C'était une surprise. Son 101e livre. Ouais. Il y avait une petite, elle vient juste d'apprendre à lire. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, hein? On dévie les motivations. Puis c'est ça. Du moment qu'on met ces choses-là, on tue vraiment la motivation intrinsèque qui était naturelle au départ. On la tue. C'est un crime. Oui. Mais ça, j'imagine que ça dépend des contextes, parce que c'est quand même intéressant à un enfant de sans lui imposer de dire regarde ce type de livre-là peut être intéressant. Pas qu'il lise, mettons, des BD toute sa vie, mais il s'intéresse pratiquement vers d'autres choses, mais sans lui imposer. Donc, j'imagine que c'est dans la façon de le faire également. Tout à fait. Il faut que ton milieu soit stimulant. Tu peux proposer des choses, hein, un peu comme on parlait par rapport à la nourriture, la fréquence d'exposition. Si tu n'as pas d'exposition dans ton environnement, l'enfant ne pourra jamais développer ces habiletés-là. Alors, ça te prend une exposition, mais il y a une différence entre proposer et puis imposer. OK. C'est pas juste pour la lecture qu'on a perdu des motivations intrinsèques. Hein? Pour l'école en général, on pourrait dire. Okay? Là, je vais vous montrer. C'est des ateliers, okay, qui sont proposés pour des enseignants. Okay? Puis ils vont leur proposer différents trucs pour motiver leurs élèves au secondaire. Okay? Vous êtes prêts? Premièrement, dès que vous voyez un programme ou une intervention avec un dessin aussi laid que ça,
je pense que le son est trop beau. Bon, ben, on n'a pas vraiment de son finalement. Fait que pour cette vidéo-là, je pense que le système ici de son est moyen. Alors, je vais vous les expliquer. Alors, voyez-vous, ça c'est un poster que tu peux mettre dans ta classe, hein, qui est très très motivant parce que ça dit « Je suis un robot et toi tu es sans emploi. Hein? » La plupart des travails que tu peux faire, la plupart des emplois que tu peux faire sans diplôme, un robot peut faire mieux. Okay, donc essentiellement, ça c'est motivant. Hein? Si tu veux là, qu'un robot ne te casse pas la face, là, finis ton secondaire. Hein? Sinon, tu vas te faire battre par des robots. OK, deuxième fabuleux exemple. Ça c'est beau, tu peux mettre ça après ta poignée de porte. Alors là, les élèves y arrivent, puis ils font « Oh, qu'est-ce que c'est ça, c'est un beau signet-là. » Alors ça dit, le plus que tu apprends, le plus que tu fais d'argent. Parce que les étudiants qui finissent avec un diplôme, ils gagnent 329 000 de plus que ceux qui finissent pas leur secondaire. Ah, ça, c'est motivant, hein? Pourquoi tu finirais ton secondaire? Ben, pour faire plus d'argent. Oui. Mais ça, c'est des ateliers qui ont été donnés aux enseignants, que les enseignants donnaient? Non, c'est des ateliers qui sont donnés à des enseignants pour... Qu'est-ce que tu peux faire dans ta classe pour stimuler tes étudiants et augmenter leur motivation? Donc là, tu peux mettre des petits signes comme ça dans ta classe pour favoriser la motivation. Oui? C'est pas pour être méchant, mais c'est typiquement américain. Je veux dire, c'est un peu culturel aussi. Je sais pas si on verrait ça vraiment au Québec. On voit en plus d'argent américain. OK. Ben, oui, t'as raison, c'est américain. OK. Attends, je vais donner un autre exemple. On va regarder si ça existe au Québec aussi, OK? J'ai-tu d'autres exemples dedans? Attends, faut que je fasse goûter. Ça, j'en avais un autre lettre, là. OK, mais essentiellement, tu dis que ça n'existe pas au Québec, OK. Voici les 10 bonnes raisons de terminer son secondaire selon la Commission scolaire de Montréal. Vous pouvez aller sur leur site, c'est là, OK? Alors, voici où est-ce que vous pourrez trouver les 10 bonnes raisons. OK, ça c'est en 2011, je les avais pris sur leur site web, OK? Alors, voici les 10 bonnes raisons. Première raison de terminer son secondaire. Le salaire moyen d'un diplômé est 35% plus élevé que celui de quelqu'un qui n'a pas terminé son secondaire. Donc, si tu veux terminer ton secondaire, si tu veux faire plus d'argent, termine ton secondaire. Deuxième point, le taux de chômage est 2 fois plus élevé chez les décrocheurs. Donc, c'est un petit peu la même raison, mais on parle à l'inverse, en termes de si tu finis pas ton secondaire, tu vas sur le chômage. Ah, les emplois les plus intéressants. Oh, on parle d'intérêt. Quand même pas par rapport à l'école, mais par rapport à un emploi. Mais tout de suite, on coupe ça en disant « et le plus payant » avec un point d'exclamation. Demande une bonne formation et des qualifications. Aujourd'hui, la majorité des emplois exigent au moins un diplôme secondaire. 4. Le manque de formation et le chômage conduisent plus souvent à des problèmes de santé et des problèmes financiers. Hey, si tu veux rester à santé, mon vieux, finis ton secondaire. Hein? T'as une bonne raison. Ça, je l'adore beaucoup, celle-là. Ceux qui ont un diplôme vivent en moyenne 7 ans de plus que ceux qui n'en ont pas. Tu ne peux pas mourir trop jeune, là. Finis ton secondaire. Okay? Et tu vas aussi souffrir de dépression dans les prochaines années si tu finis pas ton secondaire. Et ça, j'adore celle-là. Quoi que tu en penses, abandonner tes études n'améliorera pas ta situation. Tu es capable de réfléchir le gros et finis ton secondaire. Okay? Ah, ici, là, on parle pour accéder au métier de tes rêves. Il y a de bonnes chances que tu doives d'abord terminer ton secondaire. Déjà, tu sais, au moins on parle de quelque chose un petit peu, mais pas par rapport à l'école. Et ça, c'est magnifique. En terminant ton secondaire, tout de suite, tu gagnes du temps, puisque 80% des décrocheurs finissent par retourner à l'école. OK. Là, il y a, à un moment donné, peut-être parce qu'ils ont entendu parler, j'en parlais dans le cours. Là, en 2015, ils ont changé ça un petit peu. Ah, ils ont ajouté 3. Aujourd'hui, la majorité des emplois exigent au moins un diplôme secondaire. Ils se sont dit, ouais, on parle d'emplois intéressants. Enlève ça, ça n'a pas rapport. On va juste dire que les emplois exigent. Puis, ils ont enlevé le point 7. Il y a peut-être quelqu'un dans le comité qui a fait, ouais, celui-là, il ne fait pas vraiment de sens, là. Puis, ils ont ajouté celui-là, un choix de programme intéressant.
éducation internationale, sport-études, art dramatique, art plastique, études, danse, théâtre, musique et beaux-arts. Voici quelques-uns des programmes particuliers offerts dans nos écoles secondaires. Ah! Là, on est en train de nous parler que l'école, ça peut être intéressant et le fun. C'est la 10e raison! Ça leur a pris 4 ans avant de réfléchir à ça. Puis en plus, c'est tous des programmes spécialisés qui ne sont pas offerts par toutes les écoles. Puis des fois, il faut que tu aies un certain niveau de notes pour pouvoir rentrer dans ces programmes-là. Donc, essentiellement, souvent, c'est seulement les élèves déjà motivés par l'école qui veulent rentrer dans ces programmes-là. OK? Alors, ça, c'est vraiment sur le site. Hein, et ça n'a pas bougé depuis 2015, c'est encore ça. Alors, si vous regardez comment nos commissions scolaires, même, secondaires, pensent comment motiver nos élèves au Québec, c'est comme ça. Ils s'assoient là autour d'une table et ils font, on va trouver des trucs là, pour les motiver, puis c'est ça qui sort. C'est ça. OK? Là, sur leur site, en 2011, à côté de ça, ils avaient mis une vidéo. OK? D'un petit gars qui avait tout le goût d'aller à l'école. OK? Qui sentait qu'il voulait décrocher. Puis là, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. OK? Mais là, évidemment, ça c'était en 2011, ils l'ont enlevé. Je m'appelle Jonathan Massé-Davila et je fréquente l'école Georges Vanier. Mon coup de cœur à Georges Vanier, c'est mon éducatrice spécialisée. Je l'ai rencontrée il y a quelques années, puis j'avais beaucoup de problèmes, puis je sais pas, elle a décidé de me prendre sur ses ailes. Puis depuis, tout va bien, je m'entends bien avec la direction, j'en vois plus chez mes profs. En fait, je fais confiance à mes profs, je m'amuse bien avec mes profs. Puis c'était vraiment incroyable ce qu'elle a réussi à faire avec moi, puis je voulais juste lui dire merci, Samantha. Elle s'est toujours battue cœur et âme pour moi. Elle s'est toujours risquée pour me sauver, puis ça a toujours marché parce qu'elle savait que je pouvais réussir, puis grâce à elle, je continue encore dans une école secondaire. Elle a su me donner confiance en moi. Elle m'a fait confiance depuis le début. Elle a su toujours me sortir des embrouilles, puis ça j'apprécie vraiment parce que faire confiance à une personne depuis le début avec des antécédents, puis ça je l'apprécie vraiment. Puis grâce à elle, maintenant j'ai le goût d'étudier, j'ai le goût d'aller à l'école. Puis moi je trouve ça important parce que avant je savais pas où je voulais aller, puis maintenant je sais où je veux aller, puis je veux aller au cégep, puis je veux devenir éducateur spécialisé aussi. Y-a-tu dit, à un moment donné, j'étais arrivé dans la classe, j'ai vu, il y avait un signé après la porte, ça disait que j'allais faire plus d'argent. Ça, ou un robot qui disait, tu vas être tard, tu n'auras pas d'emploi. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, à un moment donné, au départ, c'était un élève avec des difficultés motivationnelles, probablement des problèmes même de comportement, possiblement pour des raisons familiales, possiblement. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a cru en moi. Ah, essentiellement, il y a une relation avec un adulte qui a fait confiance, puis il a cru en son potentiel. Puis ça, c'était suffisant pour développer tout ça. Parce qu'il a repris le plaisir d'aller à l'école, puis il a retrouvé des objectifs de vie. Mais il n'y a personne qui a dit « tu vas mourir plus jeune si tu finis pas ton secondaire. » Mais peut-être qu'il y en a qui l'ont dit, mais ça n'a rien changé. Mais cette vidéo-là, ils l'ont enlevé sur le site. C'est plus là. Ça n'a pas rapport, là. Ils ne parlent pas d'argent. Ça ne motivera pas personne. Ouais. C'est un bon vidéo pour motiver. Ouais, mais là, il n'est plus là. J'ai vraiment pas le droit de vous le montrer. Je sais pas c'est qui. Mais tout le monde pareil. OK? Appelez pas la commission scolaire. OK. Mais on va essayer de comprendre comment ça se fait là qu'on est dans un monde comme ça, un peu déconnecté, là. Qui axe essentiellement juste sur les récompenses puis les punitions, Tu vas faire de l'argent, ou punition, tu vas mourir vite, punition ultime, mais c'est une punition quand même. Comment ça se fait que ça vient, ce monde-là? Qui a parti ça, ce mode-là, axé sur les récompenses? On va essayer de voir ça, OK? T'avais-tu une question? Non. Tu voulais... Je pensais répondre à la question, mais je pense que c'est la... On y va, OK? Ça a commencé avec Pavlov. Bon, ça, peu de gens le savent, mais c'est le chien qui s'appelait Pavlov. Pour vrai? Oui, pour vrai, peu de gens le savent.
on est là, on va à l'université pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est une nouvelle connaissance. Je dis pas qu'elle est bonne, mais c'est une nouvelle connaissance. Non, ok. C'est pas vrai. C'était la cloche qui s'appelait Pavlov. Ok. Alors, lui, il s'appelait Pavlov. Okay. Et là, il a découvert à un moment donné qu'il apportait de la nourriture à son chien. Évidemment, son chien salivait. Puis à un moment donné, il s'est dit, avant d'amener la nourriture, je vais juste faire sonner la cloche. Puis là, une cloche. Puis là, il amenait la nourriture. Puis à un moment donné, il a réalisé, juste à faire sonner la cloche, le chien se mettait à saliver, même s'il ne voyait pas la nourriture. Il s'est dit, dans le fond, le chien, il a associé la cloche avec la nourriture, puis maintenant, il réagit de la même façon, même en l'absence de nourriture, juste en entendant le stimuli qui était associé avec la cloche. Le stimuli qui est associé avec la nourriture, c'est-à-dire la cloche. Donc, il fait juste entendre la cloche, le chien, puis il se met à saliver en pensant, évidemment, qu'il y a de la nourriture qui s'en vient. Évidemment, si vous avez des chiens, vous savez que c'est assez facile de leur apprendre toutes sortes de choses, de leur donner une récompense. À un moment donné, vous voyez, vous leur faites faire quelque chose s'asseoir, puis après ça, ils vous regardent et attendent la récompense. C'est assez... mais quand même, pour l'époque, c'était... Lui, il s'est dit, on peut pairer comme ça des choses, des stimuli ensemble, des stimuli ensemble, on peut pairer des choses comme ça, puis à un moment donné, on peut avoir des réponses de l'organisme sans même la présence du stimuli original. Ensuite de ça, ça a été repris, cette idée-là, par Watson, qui, lui, a repris cette idée-là de ce qu'on appelle du conditionnement, dans le fond, quand tu perds deux objets ensemble, du conditionnement. Mais lui, il s'est dit, je vais faire ça plus à la négative. Alors, il prenait des petits bébés comme ça, et puis là, il approchait un beau lapin blanc, qui avait l'air vraiment doux. Et puis là, quand l'enfant approchait pour toucher le beau lapin, là, lui, il approchait doucement, avec des barres de pétales. Il s'approchait de l'enfant, puis là, bang, il claquait, tu sais, bien fort! Fait que là, l'enfant, il avait peur, puis il se mettait à pleurer, tu sais. Fait que là, l'autre essaie, tu sais, il approche, le bébé, il approche du lapin. Puis là, encore une fois, bang, il claque les deux barres de métal, en fait, ça fait un gros son, le bébé, il a peur. Et à un moment donné, croyez-le ou non, juste voir le lapin, le bébé avait peur. Prodigieuse victoire de la psychologie moderne, hein? Incroyable, hein? Ben là, évidemment, c'était un peu niaiseux, tu sais, mais à l'époque, c'était comme, on peut moduler le comportement des êtres humains, parce que là, on est quand même passé du chien à l'humain. On peut moduler le comportement d'humain en associant comme ça certaines choses. Même quelque chose de beau, comme un lapin qui a de l'air doux, tu peux le rendre négatif. Alors là, Watson, il s'est dit, donnez-moi n'importe qui, en santé quand même, quelqu'un qui a scorbu, et donnez-moi n'importe qui en santé, puis je peux en faire un voleur, comme je peux en faire un médecin. Tu sais, comme capoter un petit peu trop sur sa trouvaille, là. Mais essentiellement, l'idée, c'était ça. Puis ensuite de ça, on a eu Skinner, qui a parlé de conditionnement opérant, de renforcement. Dans le fond, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait faire un petit peu la punition, mais il s'est dit, si on donne une récompense plutôt à un animal, comme un pigeon, c'est pour ça qu'il y en a un qui casse l'épaule, si on donne des récompenses comme ça à un pigeon, ben, on peut lui apprendre à faire des petites choses. Puis là, on va lui apprendre comme ça par méthode successive à faire des choses de plus en plus complexes, en le récompensant à chaque fois un petit peu pour qu'est-ce qu'il produit. Alors, c'est ce que Skinner a appelé le conditionnement opérant. Voici un exemple de conditionnement opérant. The hungry animal remains active, but as the satiated one becomes adapted to the new environment, he settles down and becomes inactive. The hungry rat is active. He stands up near the bar, but just misses it. The correct response of pressing the bar cannot be rewarded and learned until it occurs. Stands up near the bar, presses it, but since he does not see the pellet in the food cup, he is not rewarded. Now he finds the pellet and is rewarded for approaching the food cup. Alors, vous voyez là, il y a un rat qui n'est pas faim, puis il ne fait rien, tu sais.
L'autre, il a faim, il cherche la nourriture. À un moment donné, il découvre un levier, tu sais. Donc là, il l'accroche au début, puis oh, il y a de la nourriture. Il mange de la nourriture, mais là, il a encore faim. Donc là, il réessaye un peu, il tourne, puis à un moment donné, il apprend qu'à chaque fois qu'il pèse le levier, il va avoir de la nourriture. Alors là, il reprend un petit peu le contrôle, c'est lui, puis là, ici, maintenant, il a appris qu'à chaque fois qu'il pèse sur le levier, il va obtenir de la nourriture. Alors, vous voyez, essentiellement, on conditionne comme ça un rat avec du conditionnement opérant. Là, on y apprend à peser sur un levier. Vous allez voir qu'on peut apprendre comme ça à des animaux toutes sortes de choses. From now on, he confines more of his activity to the region of the food dish. Okay, so there you have it. That's training a rat to press a bar. So, what does this have to do with larger issues? Well, if you have trained an animal to give you a dog to give you its paw or a parakeet to speak, then you have used Skinner's techniques. But of course, we can get animals to do more complex behaviors through a method called the method of successive approximations. So let's just take a look at some modern video. This is some video taken from YouTube, used by permission by the author. And what you'll see here is the same kinds of principles being used to train a parakeet. Okay, so you see the bird spinning the toy carousel there and gets rewarded. Spins it again, gets rewarded. So we could get this bird to spin this carousel quite a number of times as long as we withhold the reward for quite a while. All right, so now let's see how this method of successive approximations can result in a bird who can not only play golf, but he can play basketball, and he can play them both better than me. Can you shake hands? Shake hands. Good bird. Put the ball in. Good job, AJ. Pick up the ball. Thank you. Put the ball in. Put the ball in. Put the ball in. Oh. Good shot. Put it in the basket. 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 Put the ball in the basket. Good. Vous voyez, on peut apprendre comme ça toutes sortes de choses aux animaux. Hein? Puis, on s'est dit, les éducateurs sont tombés là-dessus, ils se sont dit, on va faire la même chose avec des humains. Si ça marche si bien avec des animaux, on va faire la même chose avec des humains. Le problème, c'est que les animaux puis des humains, c'est pas tout à fait la même chose. Ça se ressemble sur beaucoup de points, mais il y a aussi des différences. Hein? Et notamment, sur le plan des besoins psychologiques, les animaux n'ont pas nécessairement les mêmes ou les satisfont pas de la même façon que les êtres humains. Okay? C'est ça qui manquait dans le raisonnement un petit peu. En donnant des récompenses comme ça aux êtres humains, aux enfants notamment, ben, on oublie que l'enfant n'est pas un animal qui va le faire juste parce qu'il a faim. Hein? L'enfant va le faire pour toutes sortes de raisons, mais qui vont modifier sa façon d'interagir avec le monde extérieur et qui vont moduler ses besoins psychologiques et sa façon de les satisfaire. Alors, c'est un petit peu ça le problème. Okay? Et ça, évidemment, ben, ça va avoir un effet sur la motivation à long terme. Je vous dis ça, on sait ça depuis très longtemps. Je vais vous présenter un petit peu des vieilles études juste pour vous montrer depuis combien de temps on se connaît ces informations-là, mais aussi pour mettre en parallèle qu'on n'a pas changé grand-chose par rapport à ça dans nos structures sociales. Là, je vous présente une étude de Lepper sur les récompenses chez les enfants. On propose aux enfants de faire du dessin, qui est une activité très intéressante pour les enfants, avec des beaux crayons comme ça, tout neufs. Tu sais. Donc, ce que les jeunes enfants vont avoir vraiment le goût d'utiliser par plaisir. Okay? Et là, dans un premier groupe, on leur dit, ben, on va juste faire une activité de dessin, voici les crayons que vous allez pouvoir utiliser. Tandis dans un deuxième groupe, on dit, si vos dessins sont bons, vous allez avoir un certificat. Donc, l'activité est la même, présentée de la même façon, mais on fait juste ajouter, si les dessins sont bons, vous allez avoir un certificat. C'est pas grand-chose, hein? C'est pas une menace, tout ça, c'est en plus, là, en plus. Ah, beaucoup de gens diraient, ben là,
En plus, là, les enfants du groupe 2 vont être bien plus motivés. Une semaine plus tard, c'est notre activité libre que je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire que les enfants ont la possibilité de recommencer l'activité par eux-mêmes, de faire du dessin, ou ils peuvent faire une autre activité qui est tout aussi intéressante. Donc, ils font un choix, c'est une période de libre choix, puis on va regarder, dans ce cas-ci, le pourcentage d'enfants qui vont avoir choisi l'activité des dessins versus une autre activité, qui était tout aussi intéressante. Puis je vais vous présenter un troisième groupe également dans un instant. Mais regardons d'abord l'effet juste de s'il n'y a pas de récompense, c'est juste l'activité de dessin versus l'activité de récompense. Mais quand on regarde le nombre de dessins, les enfants qui avaient été promis une récompense vont faire plus de dessins. Sauf que quand on regarde la qualité des dessins, bien, on se rend compte que les enfants à qui on n'a pas promis de récompense vont faire des dessins de meilleure qualité que ceux à qui on a promis un certificat si leur dessin était bon. En fait, essentiellement, leur promettre un certificat si leur dessin était bon, ça fait en sorte que leur dessin était moins bon. Oui? C'est peut-être un peu étrange une question, mais comment est-ce que c'est donné la qualité d'un dessin que un enfant? Tu peux vraiment juger de la qualité des dessins. Des fois, par exemple, il y a le nombre de couleurs qui va être choisi. Si tu utilises tout l'espace sur la feuille ou quelque chose de restreint. Des choses comme ça. Pas évidemment, pas est-ce que ton bonhomme est beau ou pas beau, mais des fois le nombre de détails, des choses comme ça que l'enfant a pris le temps de faire. C'est comme ça qu'on détermine la qualité du dessin d'un enfant. Si on regarde maintenant le pourcentage d'enfants une semaine plus tard, ça c'était durant l'activité initiale, une semaine plus tard, le pourcentage de temps qu'ils ont passé à faire l'activité-là, dans le fond, combien d'enfants ont décidé de rechoisir cette activité-là plutôt qu'une autre, bien, on voit que beaucoup plus d'enfants ont rechoisi cette activité-là si on ne leur avait pas promis de certificat, plutôt que les enfants qui on leur avait promis de certificat. Et essentiellement, pour le certificat, si les dessins étaient bons, à la fin de l'activité ici, tous les enfants recevaient un certificat. Les enfants amenaient leur dessin à l'expérimentateur faisait « Ah, wow, quel beau dessin, c'est magnifique, tu te mérites un certificat. Voici, je sais quoi ton nom, puis j'accroche tes dessins. » Donc, tous les enfants se faisaient dire que leur dessin était bon. Mais, malgré tout, une semaine après, la motivation intrinsèque à poursuivre l'activité a disparu beaucoup plus dans ce groupe-là que dans le groupe à qui on a juste dit « faites l'activité ». Je vous ai dit qu'il y avait un troisième groupe. Il y a un groupe à qui on a donné une récompense inattendue. Essentiellement, on leur a dit « faites l'activité de dessin, gardez les beaux crayons », puis à la fin de l'activité, on leur a dit « wow, tes dessins sont donc bien beaux, voilà un certificat ». Et donc, une récompense inattendue parce que pendant que l'enfant faisait les dessins, il ne savait pas qu'il allait avoir un certificat. Quel est l'effet de ça? Bien, pendant l'activité, essentiellement, ça, c'est pas différent de ça et ça, c'est pas différent de ça. Donc, c'était comme le groupe pas de récompense parce qu'il ne savait pas qu'il allait avoir une récompense. On voit qu'il y a une petite variabilité qui est juste due au hasard. Mais une semaine plus tard, par contre, regardez, ces enfants-là sont tout aussi motivés que les enfants qui n'ont pas obtenu de récompense à poursuivre l'activité. Mais même s'ils ont obtenu une récompense, ils sont plus motivés à poursuivre l'activité de dessin que les enfants qui savaient pendant l'activité qu'il allait avoir une récompense. Donc, en d'autres mots, les récompenses vont diminuer la motivation intrinsèque pour les tâches intéressantes, sauf si elles sont inattendues. Donc, si vous tenez absolument à donner une récompense, faites-le de façon inattendue. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, dans la tête de l'enfant et même de l'adulte, la récompense ne vient pas à être associée avec l'activité. Pourquoi tu fais l'activité? Tu le fais parce que c'est le fun, parce que c'est des beaux crayons, pas parce que tu vas avoir un certificat. Faire l'activité pour avoir un certificat, c'est pas pour faire l'activité pour une raison inhérente à l'activité, c'est fait pour une raison externe qui te motive à faire l'activité. Donc, c'est une motivation extrinsèque. Faire l'activité parce que c'est des beaux crayons, ça a l'air donc le fun de dessiner avec ça, c'est une motivation intrinsèque. Oui? Mais dans le cas où la récompense est inattendue, est-ce que la semaine d'après, ça a changé quelque chose? Ben non, vois-tu? Ils ne s'attendaient pas encore à dire... Ben, ils savaient
Mais là, ici, c'était clair pour tout le monde qu'il n'y avait pas de certificat, l'expérimentateur n'est pas là. On te propose tout simplement, regarde, il y a une période libre, veux-tu faire du dessin comme la semaine passée, tu sais, les beaux crayons, là? Ou regarde, il y a des livres, ou je me rappelle pas dans ces points, mais absolument, on propose une activité tout aussi intéressante. Donc, la récompense, c'est pas associé, même si c'est libre. Non, c'est ça. Dans la période de libre-choix, il n'y a plus de récompense. Il n'y a pas rien qui est promis. Mais ici, tu vois, on leur a promis, on leur a jamais promis la récompense, on leur a juste donné dans ce groupe-là à la fin de l'activité. Mais disons qu'on ne promettrait jamais de récompense, mais qu'il y en aurait toujours une donnée à la fin. Ben là, elle devient attendue. Elle devient attendue. Ouais, c'est ça, elle devient attendue. C'est juste un cycle, dans le fond. C'est juste une mesure après la première semaine, c'est ça? Ça ici? Ouais. Ouais, mais c'est une période de libre-choix. Donc, on va regarder si l'enfant va choisir cette activité-là, essentiellement s'il a choisi parce qu'il a trouvé le fun, ou il fait à lance de place, il va choisir une autre. C'est ça, juste pour bandier ce que tu viens de dire, si on répéterait ça dans le ah oui. sûrement que... C'est ça. Ben, s'il y a tout dans ce groupe-là, là, mettons, ouais, oui. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr, à ce moment-là, ça devient attendu. C'est là qu'on tombe ici. OK, une autre. Avec des adultes, OK? Parce que là, c'était avec des enfants, on pourrait dire, OK, ben, peut-être avec des enfants, ça marchera. On va regarder avec des adultes. C'est quoi les récompenses pour les adultes? Là, souvent, c'est l'argent. OK? Alors, 1983, ça fait longtemps quand même. Des étudiants comme vous qui travaillent sur des puzzles. Okay? Il y a 5 conditions. Il y a une condition, on ne donne aucune récompense. C'est juste faire les puzzles. Une deuxième, si tu travailles sur les puzzles, je te donne 3 $. OK? Une autre, à 3 $ en 83, c'est comme 50 piastres aujourd'hui. Une autre, je te donne 3 $ si tu performes selon mes standards et que tu fais aussi bien que tu te dois de faire. Versus, je te donne 3 $ si tu réussis bien les puzzles. Voyez-vous la différence entre les deux ici? Il y a une différence dans la relation. Ici, c'est tu dois performer selon mes standards, ce qui est contrôlant. Tandis qu'ici, je te donne 3 $ si tu réussis bien les puzzles, donc une information à la performance. Une récompense, mais qui donne une information sur la performance. Et finalement, une 5e condition, on ne donne aucune récompense, mais on donne une information à la performance. On va te dire, par exemple, ah ben bravo, tu as bien réussi la tâche. En fait, ce qu'on disait, les puzzles, on appelle ça des puzzles, mais c'était des caricatures comme ça. Et dans la caricature, il y a le mot Nina de caché dans le dessin. OK? Donc, il y en a à peu près une douzaine dans le dessin. Donc, par exemple, voyez-vous ici, c'est écrit Nina. OK? Ici, il y en a un autre. Alors, je pense qu'il y en a un des poils. OK? Donc, essentiellement, il y en a une dizaine comme ça. Qui sont cachés là. Et donc, là, à la fin, on disait, par exemple, aux étudiants, bravo, tu as trouvé 10 des 12 Nina, tu es meilleur que 85% des autres étudiants. Et donc, on donnait une rétroaction comme ça. Alors, dans ces deux groupes-là, on disait ça, sauf qu'ici, on avait promis de façon contrôlante la récompense, tandis qu'ici, on donnait les 3 $, on disait bravo, ben t'as trouvé ça. Tandis que ici, on donnait tout simplement l'information. Il n'y avait aucune récompense. C'était bravo, tu as trouvé 10 des 12 minutes, tu es meilleur que 85% des gens. Quel est l'impact de ça sur une période de libre-choix? Essentiellement, la période de libre-choix poursuivait immédiatement après. L'expérimentateur disait, écoute, je vais aller compter combien tu en as trouvé. Pendant ce temps-là, tu peux continuer à faire des minutes. Au cas il y a des revues dans le coin que tu peux utiliser. Puis il y avait je pense, Hustler dans ça, puis des revues comme ça, mettons, Chantelaine, des choses comme ça. Chantelaine américaine. Quel va être l'effet de ça sur le temps passé en seconde à poursuivre la tâche des Nina, même une fois que l'activité est terminée? Bien, aucune récompense. Une récompense à l'engagement, je te donne 3 $ juste si tu les fais. Une récompense qui donne une information à la performance. 3 $ si tu performes
selon mes standards, donc je te le donne, le $3, ça veut dire que tu as performé selon mes standards, mais essentiellement, ce n'est pas différent d'aucune récompense, c'est plus faible même qu'aucune récompense. Si je te donne une information à ta performance, mais je te donne une récompense aussi, je te donne $3 si tu réussis bien les notes, puis tu as bien réussi, donc ça te donne une information que tu as bien réussi. Ah, là, tu vas être plus motivé à passer. Mais il y avait une 5e catégorie qui était seulement l'information à la performance. Et les élèves, les étudiants dans ce groupe-là, qui ne sont pas payés pour faire la tâche, mais qui obtiennent une récompense après la tâche, une récompense verbale, dans le fond. Je n'ai pas dit récompense pour ne pas vous mélanger, mais qui obtiennent une information sur leur performance. On leur dit bravo, tu as super bien réussi. Bien, ces étudiants-là vont être motivés à poursuivre, à faire la tâche, plus que n'importe qui était dans les autres groupes. Donc, si on te paye, essentiellement, tu es moins motivé à faire la tâche que si on ne te paye pas et qu'on te donne seulement une information sur ta performance. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ça? On voit que si tu fais juste payer quelqu'un pour qu'il performe selon tes standards ou tu fais juste payer quelqu'un pour faire la tâche, peu importe le nombre, ben, il va être moins motivé à le faire que si tu fais juste dire « voici la tâche ». Okay? Mais si tu lui donnes une information sur sa performance, puis qu'elle est bonne, là, ça peut le motiver. Mais essentiellement, on voit que si tu retires la récompense monétaire, tu donnes juste l'information à la performance, c'est le marqueur le plus motivant. Okay? En d'autres mots, la récompense monétaire vient abaisser la motivation intrinsèque. Oui? Je ne vois pas comment le marqueur peut dire qu'il est plus motivé ou non motivé quand qu'est-ce qu'on voit, c'est le temps en seconde. On va dire s'il est plus rapide ou moins rapide. Non, c'est pas la vitesse. C'est le temps que tu passes à poursuivre, à faire des NINA une fois que la tâche est terminée. C'est une période de libre choix. Okay. Donc, tu passes du temps, on donne par exemple 10 minutes pour faire les NINA dans une des 5 conditions. Et après, on dit, OK, je vais aller compter le nombre de NINA que tu as fait. Pendant ce temps-là, tu peux soit continuer d'en faire ou regarder les revues. Puis là, secrètement, on va calculer le temps que tu vas passer à continuer à faire des NINA pour ton propre plaisir personnel. Donc, alors, plus tu passes de temps, plus tu es motivé. Oui? Pourquoi, en fait, dans la catégorie, ceux qui font une récompense, plus l'information de récompense, vont avoir une plus haute motivation pour ça à faire s'il n'y a pas de récompense? Je vais te répéter, je n'ai pas bien entendu. Je me demandais pourquoi la catégorie, l'avant-dernière, information, performance et donc la récompense, pourquoi eux autres avaient tendance à plus longtemps à l'acheter, donc à être plus motivés que ceux qui avaient trouvé une récompense? Oui, parce que il y a 2 facteurs dans celle-ci. Okay? Il y a un facteur qui diminue la motivation, qui est la récompense. Il y a un facteur qui l'augmente beaucoup comparativement à aucune récompense, qui est l'information à la performance. Dans le fond, en d'autres mots, si tu te fais dire que tu es bon ou tu es bonne dans une activité, ça va te motiver. Mais si on te paye en même temps, ça va diminuer un petit peu. Mais ça va te motiver plus d'avoir eu cette information-là de ta performance qu'aucune récompense. OK? Mais si tu veux vraiment motiver quelqu'un, lâche les récompenses, il fait juste lui dire qu'elle est bonne ou qu'il est bon. Il a bien réussi à faire une certaine tâche que tu lui as demandé. Oui? Parce que dans le fond, ils vont juste utiliser le concept de la compétence pour motiver les gens. C'est ce qu'ils veulent. Ils vont utiliser le concept de la compétence pour motiver les gens. Quand tu dis qu'il est bon, c'est parce qu'il se sent compétent, mais c'est pour ça qu'il est plus motivé. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tandis qu'une récompense, on se rappelle, c'est quelque chose d'extérieur, pousse à agir. Je fais la tâche des NINA parce que je veux 3 piastres. OK? Alors, c'est pas de la motivation intrinsèque. Mais si tu fais la tâche parce que tu te sens bon, là, tu retrouves cette motivation intrinsèque-là. Oui? Donc, un groupe qui va avoir un feedback positif va être plus motivé qu'un groupe qui n'a rien du tout. Oui. Dans le fond, c'est ça par rapport à ça. Oui, tout à fait. Parce que ça, on pourrait dire, c'est une récompense verbale. Okay? Et ça, c'est les seuls types de récompenses, quand il y a un marqueur de compétence, qui vont augmenter la motivation intrinsèque. Y avait-tu une main là-bas?
C'est ça. OK. On va prendre une pause, puis après la pause, on va voir encore une plus vieille étude qui démontre comment les récompenses diminuent la créativité. Après la pause dans 15 minutes.